Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, le titre de mon exposé, c'est le Centre sinologique de Pékin et la sinologie française. Donc, la sinologie française a longtemps une position de leader dans le monde, de sorte que souvent la sinologie est considérée comme une discipline française. Et cette position, bien sûr, n'est pas sans relation avec les contributions des missionnaires et les sinologues comme Ré Musa. Mais pour moi, les organismes et institutions ont joué également un grand rôle, qui ont formé des spécialistes et qui ont constitué des collections des ouvrages. Donc, 4 parties de mon exposition. Premièrement, c'est la création du Centre de sinologique de Pékin. Il a été créé en la Deuxième Guerre mondiale, mais son origine remonte à 1919. C'est un rêve de longue date de Paul Pelliot, parce qu'en 1919, il a proposé de créer ce centre à Pékin. Pour lui, la France doit jouer un plus grand rôle dans l'étude chinoise pour maintenir la position d'avance de la France, mais pour des raisons diverses et variées, son projet n'a jamais été réalisé jusqu'en 2039. Mais l'initiative, cette fois, vient d'un diplomate français. Et une des principales considérations, en fait, c'est de maintenir la visibilité de la sinologie française dans le monde et également pour réaliser un rêve de longue date de Paul Pelliot. Donc, il souhaiterait, à travers ce centre, pour créer donc un centre de recherche sur la Chine pour la France. Il y a également une considération pratique, c'est-à-dire que en 1937, Pékin est occupé par les Japonais et il y a l'université franco-chinoise à l'époque et les Japonais menaçaient de affecter les locaux de cette université à une autre université. Donc, à ce moment-là, les Français ont pensé à un moyen de conserver ces locaux. Eh bien, la meilleure solution qu'ils ont trouvée, c'est de créer le centre de sinologie et occuper le terrain. Voilà, 2 considérations pour la création de ce centre. Mais comme la création est en Chine, donc on doit compter sur la coopération de la partie chinoise. Donc, après concertation, en fait, c'est une fondation franco-chinoise pour la délégation de prendre en charge ce centre et partager le financement. Et après, c'est l'ambassadeur chinois lui-même qui a présidé l'inauguration du centre. Et maintenant, deuxième partie, c'est les activités académiques du centre de sinologie. Le centre n'existe que pendant 10 ans. C'est court, mais il a beaucoup travaillé pour les recherches et d'autres activités. 3 parties d'activité. Premièrement, à travers une idée de folklore, une idée de recherche sur l'histoire de la langue et une unité de recherche de index. Donc, pour ce qui est de folklore, il a beaucoup travaillé sur les estampes chinoises, les photographies, les index des revues, l'index des ouvrages, et aussi une encyclopédie de mœurs, et aussi des recherches sur les prières, et également la traduction des ouvrages occidentaux sur la Chine. Pour ce qui est de recherche sur la langue et l'histoire de la Chine, le centre a fait publier des études sur l'inscription sur eau et carapace, sur la grammaire chinoise.
Pour ce qui est de l'histoire, ils ont traduit des ouvrages occidentaux. Ils ont traduit donc les ouvrages de Crané en chinois et Lu Shi Chunqiu en français. Pour ce qui est de indexation, ils ont sorti 15 index. C'est la partie des activités académiques. À part cela, ils ont fait énormément de travaux bibliothécaires et de publications. Il y a 4 revues que le centre publie, la sinologie, revue de la bibliothèque du centre de sinologie, en tout cas 4 revues qui constituent des plateformes pour des échanges culturels entre la France et la Chine. À part ces revues régulières, mais également il y a des numéros spéciaux consacrés aux travaux des spécialistes. Pour des travaux bibliothécaires, M. Dormont a créé une bibliothèque. Et donc, après 2 ans de préparation, en 1943, la bibliothèque a vu jour. La collection de cette bibliothèque est très caractéristique parce qu'il s'attache à collecter des éditions rares, éditions prestigieuses ou encore et aussi des traductions, surtout traductions en français ou en chinois. Jusqu'en 1953, la fermeture, l'arrêt du centre, la collection est riche de 45 000 d'ouvrages en chinois et 1300 ouvrages en français, avec également des peintures folkloriques et des gravures. À part ces activités, la troisième partie de leur activité, c'est la diffusion des connaissances et la vulgarisation. Et ça se fait sous 3 formes. La première, c'est les conférences. Par exemple, en 1942-43, il y a eu 3 conférences en français et 3 conférences en chinois. 3 conférences en français ont été données par Henri Bernard, sur le sujet de l'œuvre scientifique de l'ancienne mission française en Chine. Deuxièmement, c'est le roi, le grand fond marin. Et troisièmement, c'est deux breveries sur la résistance de la géographie de l'économie moderne en Chine. Décidément, elle lit trop vite son texte. Et elle donne ici donc le titre ainsi que le nom des conférenciers pour les 3 conférences chinois. À part ces conférences, le centre a tenu aussi des expositions, des salons. Par exemple, sur une exposition sur les portraits de Dieu, et aussi une exposition des livres de sinologie française et aussi des estampes de dynastie des Ming et de Qing. Et ces expositions ont joué un grand rôle. Le troisième plan, c'est organiser des ateliers de français pour diffuser la langue française. Le troisième point, c'est le rattachement du centre à l'Université de Paris et le retrait de la Chine. Donc, le centre a fait l'objet d'une réorganisation en 1947 et rattaché à l'Université de Pékin. Pourquoi? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la situation internationale a changé, la situation de l'enseignement a changé, parce que de nombreux chercheurs sont venus de l'Université de Yanqing et de Pékin. Après la guerre, les cours ont pris, donc les chercheurs sont rentrés à leur poste d'enseignement. Mais en même temps, d'autres 109 est venu de France ou du Vietnam, surtout Rolf-Sten, Rikaloff, Ruhlmann et Karl Tanmark, qui a renforcé l'équipe de recherche du centre. Et M. Grosbois, qui est conseiller culturel de l'ambassade de France, a dit ceci, c'est-à-dire que leur arrivée a transformé le centre de sinologie. Ce sont des spécialistes et non plus des amateurs.
Mais en même temps, l'autorité française repense aussi à l'avenir du centre. Le ministère des Affaires étrangères français et les orientalistes français pensent que ce centre doit être plus académique et c'est une organisation académique française. Et se pose aussi des questions de gestion interne parce que c'est un tandem, c'est-à-dire Dormont et M. Duporsk qui dirige ce centre. Dormont est longtemps vécu en Chine. Il est peu sociable, très autoritaire. Les relations sont tendues avec le personnel, tandis que Duporsk est représentant du ministère des Affaires étrangères. Il est très un bon gestionnaire. Les deux sont indispensables, mais ils s'entendent très très mal, ce qui impacte le bon fonctionnement du centre et surtout après le départ de Dubois en 1946, donc ce qui a conduit à un quasi-arrêt des travaux de l'Institut. C'est pourquoi la réorganisation du centre est mise sur la table. Pendant ce processus, M. Grosbois, donc le conseiller culturel français, a joué un rôle important parce que c'est en 1946 qu'il a discuté du problème de réorganisation avec le ministère des Affaires étrangères et les spécialistes. Il a proposé de créer un centre, un conseil d'administration, etc., etc. Il a tenu donc une conférence sur ce sujet et au mois de novembre, il a tenu une deuxième réunion pour la réorganisation et qui a abouti à un projet de décision sur la réorganisation du centre. Et pour ceci, M. Demiéville a joué un rôle important dans tout le processus de réorganisation après. Il a convoqué une réunion pour discuter de ce problème. Il a décidé de transformer le nom du centre, a décidé de créer le conseil d'administration présidé par lui-même. Ils ont demandé l'avis à Dormont, qui a proposé de supprimer le mot France de l'intitulé du centre pour éviter une réaction négative de la part de la Chine. Donc, ce centre a été accepté et dans l'intitulé du centre, on ne voit plus le mot France, c'est-à-dire qui est devenu Centre d'études de sinologie de Pékin à l'Université de Paris. Pour ce qui est de nomination, Dormont est nommé directeur des études et l'administrateur est confié à Duposque. Mais il a quitté très vite et finalement c'est Louis Ampis qui a assumé le rôle de la fonction de l'administrateur. Et puis le conseil d'administration a proposé de réduire le nombre des chercheurs chinois et d'augmenter le quote-part des chercheurs français. Ce qui fait que le centre est devenu un organisme de recherche purement français, rattaché à l'Université de Paris. C'est un statut officiel en France. En 1949, 2 ans après cette réorganisation, la Chine a connu un bouleversement politique. Kuomintang est parti, la République populaire de Chine est fondée. Comme les pays capitalistes occidentaux n'ont pas tout de suite reconnu la nouvelle Chine, donc se pose la question de survie du centre. L'ambassade de Chine a prôné une fermeture immédiate, mais d'autres, les sinologues, considèrent que le centre est en sécurité, il n'y a pas besoin de le fermer tout de suite. Cet avis a été soutenu par le conseil d'administration. Donc, en 1951, une réunion a discuté sur ce problème de survie
Donc, ils sont arrivés à la conclusion de laisser la responsabilité de fermer le centre au gouvernement français et de laisser le choix au personnel français de rentrer en France ou de rester sur place. Après ça, le centre a continué à exister pendant 3 ans, jusqu'à 1953, où l'année où le gouvernement de Pékin a ordonné la fermeture du centre et le personnel et la collection sont rapatriés en France via Hong Kong. Quelle est la contribution de ce centre? Il n'a existé que pendant 12 ans, mais ces 12 ans correspondent à la turbulence de la guerre mondiale, mais il a joué ses rôles. Premièrement, il a pu préserver donc une flamme de la sinologie française. Et deux, il a formé des chercheurs de la sinologie pour préparer l'après-guerre. Par exemple, Han Pies, après son retour en France, a pris la tête de IHEC. Rolf Steen continue à être ses études sur le Tibet et c'est le plus célèbre tibétologue en France. Et M. Kaltenmark a assumé des fonctions de recherche au CNRS. Rekalov, après son retour, est devenu un professeur à l'Institut des hautes études chinoises. Il est considéré comme précurseur aussi en termes de sinologie en France. Et la même situation pour Ruhlmann. Non seulement ils ont des réalisations en termes de recherche, mais aussi ils ont formé une nouvelle génération de sinologues. Et ça a été tout à fait reconnu et précisé par Desmiel pour dire que la plupart des sinologues de la nouvelle génération de sinologues ont été formés au centre. Troisièmement, c'est d'avoir préparé des sources de documentation pour l'étude sur la Chine. Après la fermeture de centre, quelques 100 caisses de livres et de documentation, plus 50 caisses de collections privées ont été rapatriées en France et qui a énormément enrichi la collection de l'IHEC, ce qui fait que c'est la plus riche collection du genre en France, voire en Europe. Voilà les contributions de ce centre donc à la sinologie française et ce qui a été pleinement reconnu par les autorités et par les sinologues. En un mot, la création, le développement jusqu'à sa fermeture a été toujours lié à la sinologie française qui a exercé une influence considérable sur la sinologie française. Et surtout, Darmon, ainsi que l'autre directeur du centre, ont contribué énormément à la diffusion de connaissances sur la Chine en France. Il ne doit pas être oublié. Je souhaiterais ajouter aussi un point. Donc, je souhaiterais profiter de l'occasion pour remercier M. Pierre-Étienne Will pour son soutien à nos travaux de recherche. Et aussi, merci aussi de l'invitation adressée à moi pour que j'ai cette occasion de vous rencontrer.